c'est pas vraiment l'addiction, c'est mon état d'esprit, euh, un état assez dépressif, très jeune, qui a fait que quand j'ai goûté ma première goutte d'alcool, quand j'ai pris ma première bouffée de cigarette, je trouvais des effets qui étaient apaisants au niveau psychique, au niveau de mon état d'esprit. Hein, ça me donnait plus de dynamique, plus d'enthousiasme. C'était, ça adoucissait mon quotidien, voilà. Et, et ben, je me suis mis à boire comme tout le monde jusqu'au jour où, suite, je dis à cause, mais j'ai horreur parce que l'addiction, c'est pas une histoire d'à cause d'eux. Ça, j'ai horreur de dire. J'ai trouvé l'intérêt dans le produit pour étouffer un problème amoureux, quoi, une rupture. Ça a été un peu la goutte qui a fait déborder mon vase qui était déjà bien plein. Voilà, c'est surtout ça. Et je me suis attachée à l'alcool. Donc, je crois que j'ai fait j'ai reporté l'amour de la personne sur la bouteille. Et je suis tombée amoureuse de l'alcool, voilà. Et je suis restée amoureuse pendant 25 ans quand même. Et, mais ça vient petit à petit, hein, parce que l'addiction, elle est sournoise. Donc, on ne se rend pas bien compte. Au départ, on voit déjà que par rapport aux premières consommations, on a bien augmenté. Et on augmente au fur et à mesure. Parce que pour avoir les mêmes effets, il fallait que je prenne toujours un verre en plus. Et donc, je suis arrivée très très rapidement à des consommations de l'ordre d'une bouteille de whisky, voire une bouteille et demie par jour. Donc, j'ai commencé à avoir des problèmes au travail. Je travaillais à ce moment-là, j'étais en Normandie à cette période-là. Et je travaillais pour l'éducation nationale. Je ne vous dis pas le travail. Quand on va travailler et qu'on est sous l'effet de l'alcool, vis-à-vis des collègues, vis-à-vis des chefs de service, vis-à-vis du public, c'est un peu délicat. Mais j'avais besoin de ça pour tenir au quotidien. Et au bout d'un moment, en plus, c'est devenu ce qu'on appelle avec la tolérance. Hein, voilà, le corps s'habitue au grammage de l'alcool, hein, et il en a besoin. Quand vous descendez en dessous de votre stade, où vous vous sentez bien, vous commencez à avoir des symptômes de sevrage, donc des tremblements, des suées, des mal de ventre, mal de tête, insuffisance respiratoire, et là, vous êtes obligé de consommer. Sinon, vous tenez pas, quoi. Et ça a commencé à me poser des problèmes. Donc, je suis rentrée en cure la première fois. En quelle année, je sais plus trop, mais c'était assez rapide quand même. Et j'ai fait une cure. Je suis sortie, j'étais bien un moment. Et étant bien, on se dit, je suis guérie. Je me suis sortie du produit. Donc, je peux reconsommer. Voilà, c'est tout, mon corps va bien, donc je peux reconsommer et on reconsomme. Et là, c'est du rapide. Là, vous reprenez vos consommations, mais alors une rapidité incroyable. Et donc, ça a été que ça pendant des années. De l'alcoolisation, des cures, alcoolisation, cure, parce que j'arrivais à des stades incroyables jusqu'à la fin où je rentrais chez moi une semaine. Et je repartais pratiquement une semaine de sevrage. Enfin, je me suis amusée à ça pendant des années, jusqu'au dernier temps où j'étais vraiment, j'étais à l'article de la mort. Si je continuais à boire, il me restait peut-être une petite semaine, parce que j'ai fait une pancréatite aiguë, purulente. Donc, je ne sais pas comment je m'en suis remis, mais comme ils me disent les docteurs, je suis une miraculée. Et voilà, c'est comme ça que je m'en suis sortie, mais c'est vrai que ça a été l'escalade. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je dis aux jeunes, oui, consommez, mais soyez responsables de vos consommations. C'est vrai que de toute façon, vous
c'est normal. C'est normal, faut tester, faut vivre, mais il faut vivre correctement. Il ne faut pas se laisser piéger par le produit. Voilà, il y a tellement maintenant de choses qui sont mises en place, les XAPA qui sont très ouverts, où on peut aller consulter simplement pour voir où on en est avec les produits pour continuer avec une consommation qui nous va, qui n'entame pas sur la qualité de la vie, quoi. Et du coup, selon vous, quelle est la pire drogue? L'alcool, Pourquoi? pour moi, parce qu'il n'y a pas de pire il y a pas de pire ou meilleur c'est celle qui nous va, c'est celle avec laquelle on se colle. Parce que de toute façon, alors déjà, moi je peux pas entendre drogue douce, drogue dure, parce que je suis rentrée par la porte de la relation douce avec l'alcool et j'ai fini avec une relation très très dure. C'est simple, une addiction c'est un peu comme quand vous rencontrez quelqu'un. Au départ, si on se met avec quelqu'un, c'est parce que la relation nous va bien. Et au fur et à mesure, ça peut mal se passer. C'est-à-dire que des mésententes, un peu tout ce qui peut se passer dans un couple. Et parfois, à la fin, la relation devient dure. C'est ce qui se passe avec un produit. Et la seule solution, c'est soit ça se passe encore très mal et on arrive à des accidents, soit de la prison, c'est perte de liberté, soit des accidents, des meurtres, entre couples, hein. Ou sinon, on fait le choix, c'est de se séparer. Voilà. Et avec l'alcool, c'est pareil. Et donc, toute drogue, quand une personne est sous l'emprise d'une drogue, il n'y a pas de drogue qui est plus dure qu'une autre. C'est vraiment la relation qu'on a avec le produit qui devient de pire en pire. Voilà. Moi, c'est comme ça. Pour moi, c'est comme ça que je vois les choses. Et du coup, est-ce que vous pouvez un peu nous raconter votre expérience au sein du XAPA? Et en fait, j'aimerais savoir un peu si c'était, vous considérez plutôt ça comme une lutte, comme un combat pour vous détacher de cette addiction, ou c'était plutôt une prise en charge, un travail sur vous-même mais plus léger? Alors, moi, le travail avec le XAPA suite à ma cure, hein, la cure, c'est spécial, mais au XAPA, ça a été, je vais dire, l'école vers la liberté. Enfin, c'était des accompagnants. Euh, j'ai trouvé des partenaires dans l'équipe médicale. Ça n'a pas été du tout l'aspect médecin-soignant, ça a été vraiment un échange entre deux personnes. Et c'est là où j'ai trouvé ça très très bien, parce que j'ai pu discuter avec des gens qui étaient dans la compréhension et je me suis laissée porter par eux, dans le sens où si j'y allais de toute façon, c'était pour me soigner. Donc j'ai été très honnête dans ce que j'étais. J'étais très honnête dans ce que je voulais. Je suis passée j'ai tenté aussi la gestion de la consommation. Donc là, le docteur Lejeune, ok. Le docteur Lejeune, je disais, bien comme docteur, hein, il est hyper sympa, il suit tout ce que je lui dis et tout. Bon, ça va, c'est pas si terrible que ça. Donc, il m'a laissé aller gentiment vers la gestion de consommation. Je sais pas ce qu'il avait derrière la tête, je sais pas comment il voyait les choses, mais certainement il devait savoir que, étant addict à l'alcool, que la gestion, ça allait foirer au bout d'un moment. Et c'est ce qui s'est passé. Donc là, je suis allée le voir. Et je lui ai dit, écoutez docteur, selon mes prévisions, ça se passe très très mal. Donc aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est que je vais aller vers une addiction totale. Là, c'est une abstinence, mais alors une abstinence pure et simple. Il me dit ok, donc je suis rentrée dans un dispositif avec le CH de Lille aussi. Donc je ne dirai pas le nom du traitement. Et
ça m'a en plus aidé. En plus aidé parce que là, j'étais pas à côté des soignants, j'étais le soignant de ma propre maladie. Donc les médecins étaient là pour voir que tout allait bien. Et en fin de compte, je me soignais moi-même. C'est-à-dire que là, j'ai retenu la phrase de l'infirmière addictologue de Lille qui m'a dit le traitement c'est bien, hein, mais il faut donner de votre personne. Il y a la motivation derrière, votre propre motivation qui vous sortira de là. Et elle m'a dit de toute façon, j'ai à vous entendre, la dynamique que vous avez à vouloir sortir du produit, s'il y en a bien une qui doit s'en sortir aujourd'hui, c'est bien vous. Et ça m'est resté. Et oui, donc le traitement accompagnait ma motivation, mais c'est surtout ma motivation, ma détermination. Détermination qui a fait que je m'en suis sortie. Combat, non. Aujourd'hui, je dirais que c'est ceux qui essayent encore de rester dans la consommation alors qu'ils ont des problèmes avec leur consommation, qui sont en lutte là avec l'alcool. C'est eux qui mènent le combat. Puis moi, je suis légère comme tout. C'est une qualité de vie qui est complètement différente, bien que il y a encore des fois, ça me prend où je suis pas bien, mais j'ai l'automatisme de me tourner vers des gens qui, je sais, vont me faire du bien. Voilà. Et qui vont apaiser mes angoisses. Et je vais repartir de plus belle, quoi. Et est-ce qu'il y a quand même des choses qui vous manquent dans votre période où vous consommez beaucoup d'alcool, par exemple, ou que ce soit sous l'emprise de l'alcool ou même de cette période, des choses qui vous manquent? Quand j'étais dans l'alcool? Oui. Non du tout, parce que j'avais rien. Quand j'étais dans l'alcool, je n'avais que l'alcool. Donc rien ne m'a manqué. Rien ne me manquait. Je reconnaissais plus personne, je ne reconnaissais que l'alcool. Donc ça, c'était, je vous dis, c'est un mono-intérêt. Voilà. On fait ça, une fixette sur le produit et il n'y a que ça qui compte, quoi. Donc manquer, non, pas du tout. Alors, j'ai passé par beaucoup de stades où c'était très négatif. Ça m'empêchait pas de consommer, mais déjà la perte de l'usage de mes jambes, mon système nerveux, autre que la polynévrite, est monté beaucoup plus fort, où j'ai perdu l'usage de mes jambes. Donc pendant pratiquement 2 ans, j'ai vécu à 4 pattes, à traîner le cul à terre pour pouvoir faire les choses, parce que je n'avais plus du tout l'usage de mes jambes. Les médecins pensaient que j'allais finir en fauteuil roulant. Je me suis retrouvée donc à la Croix-Rouge, parce que c'était le service, le centre, où il y avait réellement des personnes qui étaient dans la possibilité de me suivre au quotidien. C'est-à-dire que je suis arrivée dans un service de gériatrie, donc mes collègues de chambre, c'était des gens de 90 à 95 ans, et parce que justement, je n'étais plus en possibilité d'aller de mon lit à la salle de bain, aux toilettes, donc vous voyez un petit peu le travail, j'avais une chaise percée juste à côté, je fonctionnais à la force de mes bras. Donc ça a été une période assez délicate, très, très dure à vivre, mais je m'en suis remis et donc j'ai continué ma consommation. Voilà où l'addiction est très très forte, quoi. Parce que même avec si peu de santé, j'arrivais quand même à retrouver de l'intérêt dans le produit. Et surtout après, ça a été la faim.
la fin, les dernières semaines, les derniers mois, les dernières semaines où j'étais à Rouen dans mon appartement, où qu'il y avait que l'alcool. Et, euh, et j'en étais arrivée à, dès que je me réveillais le matin, je mettais le pied à terre. La première chose que je faisais, je vomissais. Je vomissais réellement. Et j'étais automatiquement obligée de reboire derrière. Vous imaginez, je vomis, je bois, je vomis, je bois, parce que j'avais tous ces symptômes de sevrage et je frôlais la crise cardiaque, quoi. Parce que j'étais tellement en manque. Et c'est là où c'est la dernière hospitalisation, hein, que j'ai eue. Et là, j'ai été hospitalisée 2 mois et demi, mais dans un état... j'en suis sortie pas mieux remise, mais là, j'étais vraiment pas bien. Je fonctionnais avec 8,5 de tension, hein, au quotidien. J'étais complètement affaiblie, j'étais desséchée, enfin, j'étais tout ce qu'il fallait pas être. J'étais vraiment au bord de la mort et bah, même le corps médical ne pouvait plus rien pour moi, quoi. Là, c'était à moi à décider ce que j'allais faire de ma vie ou pas. Et je ne sais pas ce que j'ai eu dans le fait, ce choix entre tu meurs peut-être demain ou tu peux te rattraper. Et j'ai eu une étincelle ou une lueur d'espoir. Je ne sais pas où je suis allée la chercher. Peut-être je me suis dit, j'ai encore envie de voir le soleil se lever. Enfin, je ne sais pas. Mais ou la peur réellement de m'éteindre. Ouais, c'est ça, peut-être de fermer les yeux et plus jamais me réveiller, alors que sans doute, j'avais autre chose à vivre que de vivre mon addiction, quoi. Et c'est comme ça, c'est en touchant vraiment le bas, un point vraiment très mauvais pour vous, que vous avez réussi à remonter la pente. Qu'est-ce qui vous a permis de prendre ce recul sur votre consommation pour vous en sortir? Cette lueur d'espoir. Après, toucher mon fond. On touche, quand on dit toucher le fond, c'est pas un fond, c'est pas le même fond pour tout le monde. C'est le sien. Le fond nous appartient. C'est l'exemple de la planche. Quand vous êtes dans une piscine et vous avez la planche et vous rebondissez dessus et c'est là où vous ressortez la tête de l'eau. Et la planche, tout dépend à quel stade on la place. Je pense que je me suis dit, le dernier stade, ça a été la dernière fois où j'ai pris mon souffle et je pouvais plus descendre plus bas. Et c'est ça. Et je pense que j'ai pas eu peut-être la volonté d'aller voir s'il y avait encore plus bas. Je crois que j'ai eu la frousse. Ouais. C'est ça, je crois. Et est-ce que est-ce que cette période en fait où vous avez eu des problèmes, que ce soit physiques et aussi, est-ce que en fait je me demande s'il y a eu des conséquences mentales, est-ce que cette période elle a détruit quelque chose en vous pour toujours? L'alcool a détruit surtout une partie de ma vie. Au niveau mental, je dirais que moi, ça a été 25 années blanches. Donc là, on parle du Covid, hein, l'année blanche 2020, machin. Moi, c'est 25 ans. 25 ans où... blanche, parce que j'ai quand même fait des choses. J'ai fait des choses sous l'emprise de l'alcool qui n'ont aucun sens, qui n'ont eu aucun sens. Par contre, je ne suis pas restée statique que dans l'alcool, j'ai fait plein de choses. C'est-à-dire que des souvenirs, quand j'ai pu en avoir, hein, dans des moments où j'étais encore assez consciente, ils n'ont pas été désagréables. J'ai vécu de belles choses pendant mon alcoolisation, des bonnes et des mauvaises, hein, mais les bonnes, oui, j'en ai eu. Et donc cette période-là, je dirais psychologiquement, non.
aujourd'hui, j'ai plus quand j'ai des angoisses, je dirais que au niveau psychologique, c'est plus dur sans le produit. Ah, c'est pas que c'est plus dur, c'est il faut affronter. Et c'est pas toujours simple. C'est pas toujours simple. Bien souvent, on enrobe les choses des souvenirs qui nous ont emmenés à aller dans le produit. On les a tellement bien enrobés que quand aujourd'hui, faut enlever l'emballage, ce qu'il y a à l'intérieur, des fois, c'est un peu choquant. Mais ça fait partie aussi de la qualité de vie. C'est-à-dire, je suis pas obligée d'aller chercher. Je suis pas obligée de savoir. Je suis pas obligée. Mais je veux dire, pour améliorer, pour vraiment me positionner, faut décortiquer certaines choses. Pas tout, hein, tout. Il y a des choses qui peuvent rester là où elles sont, mais il y a des choses, oui, pour avancer personnellement, faut aller, pas pour essayer de changer les choses, mais d'après un constat, aller de l'avant. Par rapport à ça, aujourd'hui, qu'est-ce que je fais? Voilà, c'est ça, c'est surtout ça. Qu'est-ce que je fais aujourd'hui avec tout ça? Et comment vous décririez votre vie sociale, que ce soit avec vos proches et ou des cercles d'amis plus larges, et votre vie professionnelle durant cette période où vous étiez sous l'emprise de l'alcool? Peut-être en comparaison par rapport à aujourd'hui, ce qui a changé? Est-ce que vous sentez meilleur dans votre vie professionnelle et sociale ou... Alors pendant mon alcoolisation, j'avais des amis partout, surtout des amis qui étaient dans la consommation. C'était tellement simple de trouver des gens qui vous ressemblent. J'ai notamment choisi mon ex-mari justement parce qu'il était aussi dans la consommation, donc ça freinait pas, il n'y avait pas un frein par rapport à mon quotidien. Les amis, c'est pareil, hein, c'était gala fête et machin. Les amis, pareil. Après le boulot, c'était un peu, je dirais un boulot parce que au niveau de la société, c'était une place qui était reconnue. Travailler à l'éducation nationale, c'était magnifique, hein, voilà. Et j'en ai trouvé des avantages, hein, certainement, mais ça m'allait pas du tout, quoi. Ça m'allait pas du tout. Donc, j'allais de plus belle dans ma consommation, quoi. Parce qu'il n'y a pas qu'au niveau affectif, hein. Des fois, il y a des gens qui peuvent très bien se motiver à sortir du produit parce que dans le travail leur plaît, leur travail leur correspond. Et c'est le travail un petit peu qui donne une motivation supplémentaire. Mais moi, ça n'a fait que le contraire. D'ailleurs, quand je suis arrivée ici dans la région, je suis allée à la faculté. Et j'ai voulu donner un CV. Et quand j'ai eu l'entretien avec la DRH qui est là à l'université, je suis sortie. J'ai dit plus jamais, plus jamais, plus jamais. Quand j'ai entendu tout ce vocabulaire de l'éducation nationale et tout, cette hypocrisie qu'il y avait, j'ai dit non, c'est plus pour moi. Donc, oui, c'est ça, hein, les amis, on les choisit parce qu'ils nous correspondent dans ce qu'on est, donc dans les produits, quoi. C'était plus des amis de fiesta que... Alors la famille, n'en parlons pas, la famille, couper les ponts, hein, parce que on n'est plus respectable à ce moment-là. On vous tourne le dos, hein, parce que les enfants, ça se fait pas qu'ils boivent, hein. Voilà, c'est pas beau, c'est pas beau. Et puis ce jugement qui est fait sur justement les actions qu'on fait quand on est dans le produit. On fait des actions parce qu'on est dans le produit. C'est plus notre vraie personne qui parlons,
qui faisons les choses. C'est le produit qui nous fait parler, qui nous fait faire les choses. Et je crois que les gens, ça, ils ont du mal à le comprendre. Et donc, moi, je vois mes parents aujourd'hui qui sont encore à revenir sur ce que j'étais avant. Après, ils sont comme ça, ils sont comme ça. Moi, je sais honnêtement ce que je suis aujourd'hui. Et qu'est-ce que... Je peux rien y faire, quoi. C'est vrai que je leur ai fait vivre aussi des années où ils ont dû se torturer, ça c'est normal. Mais aujourd'hui, c'est plus le cas. Donc après, ce qu'ils pensent, ils peuvent le penser, c'est leur droit. Et puis, mais la relation avec mes parents, elle est très bonne, hein, dans le sens où ils font plus partie de ma vie, ils ne font que graviter. C'est une relation, une relation, parce que c'est mon père, voilà. Mais je le contacte 2, 3 fois par semaine, hein. La relation est très très bonne. Mais par contre, ils connaissent rien de ma vie, voilà. Je veux plus qu'ils rentrent et qu'ils interfèrent dans ma vie, voilà. C'est ma vie, c'est la mienne. Aujourd'hui, c'est moi qui l'a construit. J'ai choisi mes amis parce que aujourd'hui ils ressemblent à celle que je suis aujourd'hui. Voilà, donc et au niveau professionnel, j'ai pas encore fait le choix de me diriger vers quelque chose. Là, j'ai entamé par contre une formation avec les hôpitaux de Paris. Jeudi, j'ai l'honneur d'aller donc à l'université Picpus, c'est le centre de formation universitaire de Bichat, des APHP, chercher mon petit certificat de patiente expert, en addictologie. Et ça me va très bien. Après, ce que je vais en faire, ça va déjà m'ouvrir beaucoup de portes pour mon association et pour moi aussi personnellement, parce qu'après, je ne sais pas trop ce que je vise, mais peut-être un DU. Et puis après, au niveau professionnel, je verrai bien, quoi. Je crois que j'ai 5 ans là et j'ai tout le reste de ma vie à pouvoir m'améliorer et puis faire ce que j'ai réellement envie de faire, quoi. Et du coup, si je comprends bien, vos amis et votre vie professionnelle a un peu changé quand vous êtes sorti de cette période. Est-ce que c'est plus un choix inconscient, c'est parce que vous avez changé en tant que personne, si je peux dire, ou c'est vraiment que vous vous êtes dit, bon, maintenant je mets de côté certaines choses pour me concentrer sur ce qui me tient à cœur de vivre? Ça a été un peu le mélange des deux, hein. Il y a toujours un intérêt porté sur l'avancée que j'ai envie de donner à ma vie. Donc c'est vrai que je me suis entourée de gens déjà où il n'y avait pas de jugement, où ma parole était d'or, voilà, et où il y avait du respect. Moi, c'est le fondement des gens maintenant qui m'entourent, c'est ça. C'est l'amitié pure. Des gens en qui j'ai réellement confiance. Voilà, et qui ne me barrent pas la vie. Après, je connais énormément de monde, je rencontre énormément de monde, je suis toujours entourée de plein de gens, mais pour moi, ce sont des relations agréables qui s'en tiennent des bonnes relations, des bons échanges, mais avec qui je peux passer du temps très agréable, mais qui ne sont pas mes confidents, qui ne sont pas les plus proches de mon quotidien. Ça, c'est sûr. Après, oui, c'est ça. Je pense que par rapport à ce qu'on a envie de devenir et ce que l'on devient, l'intérêt se porte, c'est inconscient. On est attiré par des gens qui nous ressemblent dans ce qu'on est aujourd'hui, plus celle qu'on était avant, quoi. Ça me serait pas venu, c'est vrai, à l'idée. De toute façon, au début, quand je suis sortie du produit, c'est pas parce que j'avais entendu qu'il fallait plus fréquenter les bars, parce qu'il fallait plus. C'est surtout parce que j'avais la trouille. J'avais la trouille parce que je m'en étais sortie de ce produit et tout ce qui a trait au produit, j'avais pas envie de me retrouver trop en face. Voilà, c'est tout. C'est pas que je prenais la fuite, mais j'évitais de me retrouver en face du produit, quoi. Voilà, c'est tout. Mais ça, je pense que c'est inconsciemment.
C'est parce qu'on a fait un choix et on se tient à son choix. Et toutes les choses se mettent en place normalement derrière. Et puis, voilà. Non, je vous dis, puis ça n'a pas été une lutte, hein. Pas du tout une lutte. Les choses sont venues, voilà, elles se sont calées quand elles devaient se caler. Est-ce que vous vous sentez maintenant, je veux dire, enrichi dans le sens où vous avez traversé des périodes compliquées mentalement, j'imagine, des remises en question, des questionnements un peu. Est-ce que vous en sortez enrichi avec une sorte de... J'ai acquis de l'expérience et je connais peut-être un peu mieux la vie ou quelque chose comme ça? De l'expérience, j'en ai par rapport aux produits, par rapport à la vie, non, parce que si, comme je vous ai dit, j'ai vécu pendant 25 ans sous l'emprise de l'alcool, avec l'alcool à mes côtés. J'ai vécu quand même. L'expérience, je suis en train de la faire. Voilà. Parce que, comme je suis tombée dans l'addiction pour un manque d'expérience, parce que c'était avant ma 20e année, j'étais dans l'essor justement de ce que j'allais devenir. J'étais en train de forger ma personnalité qui a été entrecoupée par cette consommation, cette addiction. Et aujourd'hui, ouais, je dirais depuis 2 ans et demi, je me sens à l'aise, je me suis positionnée, je suis bien dans ce que je suis. Et c'est aujourd'hui que je fais mes expériences. Avec, bien sûr, beaucoup d'éclairage sur la vie, ouais, beaucoup d'éclairage. Après, ouais, l'expérience de la vie, où on se rend compte des indélicatesses des gens, mais je reste... ce qui me va bien, moi, c'est le respect. C'est... chacun a le droit de penser ce qu'il a envie de penser, chacun a le droit de faire ce qu'il a envie de faire. Par contre, quand je suis pas d'accord, je le dis. Je respecte ce que tu es, ce que tu fais, ce que tu dis. Par contre, moi, je suis pas d'accord. C'est tout. C'est une façon de se positionner. Je crois que c'est l'expérience, ouais, des hauts et des bas que j'ai eus, Après l'expérience est faussée quand on est dans le produit, parce que c'est toujours le produit qui vous dirige. Donc l'expérience, elle n'a pas été faite là. C'est après ce que j'ai appris, ouais, sur moi et aujourd'hui ce que je connais sur le produit, ce que je connais sur la vie de certaines personnes qui font partie de mon association, tout ça, qui font que oui, l'expérience, je l'ai, oui, je pense. Et, vous parlez beaucoup de respect. J'imagine que vous vous êtes senti jugé quand vous étiez sous emprise d'alcool ou même après, pas forcément au sein du XAPA, mais vous allez vous sentir jugé. Et qu'est-ce que vous direz aux gens qui jugent comme ça, souvent sans savoir, les personnes sous emprise d'alcool ou tout autre produit où on devient addict? Qu'est-ce que vous aurez à dire? Les personnes qui nous jugent. Qui jugent, oui. Sans souvent savoir ce que la personne est en train de vivre, en train de traverser. Que je les comprends. Je les comprends, il faut vraiment être passé par là pour pouvoir s'imaginer la dureté qu'on a. C'est simple de boire, mais c'est tellement difficile quand on est dans une addiction de s'en sortir. Parce que c'est plus l'ordre de notre volonté, c'est la volonté du produit. Après, ça devient physiologique. Donc c'est même plus l'intérêt du départ, il est complètement annihilé. C'est surtout un besoin physiologique, on est obligé de boire pour vivre. Ça, les gens ont du mal à le comprendre. Et il suffit de l'expliquer. On ne peut pas leur jeter la première pierre à ces gens-là. C'est tout. C'est simplement de leur expliquer. C'est tout, de leur faire comprendre. Peut-être avoir plus d'informations de prévention.
Il faudrait qu'il y ait plus de documentaires, sur justement les problèmes d'addiction, parce que ça n'arrive pas qu'aux autres. C'est qu'un... Moi, j'ai jamais demandé à tomber dans l'addiction. J'ai bu comme tout le monde au départ, j'ai trouvé des effets agréables. Je me souviens plus, j'ai peut-être trouvé le goût de l'alcool qui est bon. Je sais plus, mais j'ai trouvé des effets agréables. Mais je me suis jamais réveillée un matin en me disant aujourd'hui, je vais tomber dans l'alcool. Ah bah ouais, ça va faire ma vie, ça. Non, ça, on ne le choisit pas. Et ça peut arriver à n'importe qui. Ça peut arriver à n'importe qui. Parce que justement, il y a ce problème de tolérance du corps. Et puis, les accidents de la vie, peur du travail, comme en ce moment avec le Covid, l'isolement. L'isolement qui fait que, comme on connaît le produit, c'est simple. Premier jour, on prend qu'un verre, on ne prend que le soir. Après, comme on a du temps, on est chez soi, pourquoi pas se faire aussi un petit apéro le midi, mais bon, c'est juste un verre. Et puis après, comme je disais, un verre ne suffit plus pour avoir les mêmes effets, donc on passe au deuxième et on prend des habitudes. Après, on adopte des habitudes. C'est ça aussi qui fait partie de l'addiction, c'est telle heure, c'est telle... voilà, il y a un roulement qui se fait et on devient vite dépendant. Je dis pas addict, mais dépendant de l'alcool. Et il faut savoir que la frontière entre les deux, elle est très très mince. Donc, non, c'est ça, ça peut arriver à tout le monde. Ça peut arriver à tout le monde. On sait qu'on devient addict quand on reconnaît qu'on a un problème avec sa consommation. Voilà. Il y a des gens qui vont consommer toute leur vie parce que pour eux, ça pose pas de problème. Pourtant, ils sont des consommations excessives. Ça, c'est les gens de l'extérieur qui peuvent le voir. Mais tant que lui, tout va bien, ça lui pose pas de problème, il n'est pas dans une addiction. On reconnaît son addiction quand ça commence à nous poser problème. Moi, quand j'ai commencé à réellement avoir des problèmes avec la société, donc quand je parle de société, c'est mon travail, mes amis, ma famille, mon environnement, voilà, pour faire court. Après, quand j'ai commencé à avoir des problèmes de santé, des vomissements, un peu tout ce qu'amène l'alcool, quoi. Avoir les symptômes de sevrage, quand vous êtes au travail à 11h du matin, vous commencez à trembler, vous ne tenez plus le crayon, vous tapez n'importe quoi sur votre écran, sur votre clavier, parce que vous tremblez tellement, et qu'il faut prendre une charge d'alcool pour... c'est tout ça qui fait qu'on se rend compte que là, on a un problème. Mais c'est la personne même qui est dans la capacité de reconnaître ou pas son addiction. Voilà. La problématique, c'est ça. Elle est reconnue par la personne. Elle est vue par tout le monde, mais tant que la personne n'a pas reconnu le problème, c'est pas un problème. Voilà. Et du coup, si vous aviez un mot pour dire aux gens, qu'ils soient jeunes ou moins jeunes, qui vous voyez qui sont en train de tomber dans l'addiction, qu'est-ce que vous leur direz pour éviter ça? Je dirais rien pour leur éviter. Il faut que chacun fasse son apprentissage. C'est lui qui le ressente. Je serai là pour l'accompagner, pour l'écouter. Peut-être le diriger dans certains mots, dans mes phrases, lui montrer des pistes, mais dans la conversation, ça ne sera pas ciblé parce que je ne suis pas là pour juger, savoir s'il a un problème. Il n'y a que lui qui peut le savoir. Donc, non, je pense que je dirai rien. Je serai là à côté et je l'accompagnerai dans le choix qu'il aura fait. Mais non, je me vois pas
Je me vois pas dire quelque chose. C'est comme ça, moi, que j'accompagne des gens autour de moi, parce que il faut pas focaliser sur le problème. Je focalise plutôt sur ce qu'on peut faire. Ce qu'on peut faire euh, de la vie. Ce qu'on peut faire de son quotidien. Parce que moi, moi c'est simple. Je vis pas sans. Je vis avec plein de choses. Je, je, je fonctionne dans mon vocabulaire au lieu de tout mettre en négatif. Parce que moi, j'ai pas arrêté un produit. Hein. J'ai commencé à faire autre chose. Voilà, c'est tout. Euh, non, je parle de qualité de vie avec eux. J'essaye au lieu de discuter du problème, je vois plutôt les compétences, les ressources qu'ils ont à aller voir ailleurs, au-dessus du produit. Voilà. Je pense que moi, je vois les choses comme ça.